Arrêtons. Alors, mon invitation aujourd'hui, ça va être qu'on arrête de porter toute seule, tout seul, une vérité, une réalité, et, euh, et qu'aussi on sorte justement de ces cycles que j'ai appelés dans mon dernier post de condamnation de la victime. Euh, et, euh, et donc, ça va être très, très important pour moi parce que je vais vous partager avec vous, en fait, avec mon expérience, comment euh, une victime, finalement, elle est amenée au silence, elle est amenée à être blessée encore d'autres fois, à accumuler d'autres blessures par rapport à sa première euh, blessure initiale, son premier choc émotionnel. Comment elle est amenée à avoir honte, comment elle est finalement amenée à devoir faire comme tout ça c'était normal et faire semblant pour les autres finalement, parce qu'on fait pas semblant pour nous, faire semblant pour les autres, pour la société, parce que bah, on a, euh, on a en tout cas appris et interprété que bah, on était bien tout seul, toute seule sur ce chemin, et que donc bah, voilà, c'était comme ça. Et, euh, et finalement, on voit que toutes ces victimes, elles portent une réalité de notre société qui est passée sous silence. Et donc, tant qu'elle est sous silence, elle n'est pas traitée. En plus, euh, il faut que justement, quand on va commencer à parler de plus en plus et naturellement de ce qui nous est arrivé, déjà, ça va être on va arrêter de porter tout seul, un, des mots d'une société et, euh, et on va commencer à pouvoir rentrer dans l'action également du soin. Alors, moi, par exemple, donc déjà, moi, je suis née euh, et je n'avais pas de père. Alors, je l'ai cherché pendant un certain temps et j'ai bien compris que il ne viendrait pas, il ne réapparaîtrait pas. Et déjà petite, c'était presque déjà un sujet tabou. Il fallait pas en parler. Euh, donc déjà là, premier pas, on n'en parle pas. Ton père, on n'en parle pas. C'est pas, faut pas que t'en parles. Donc déjà première mise sous silence d'un traumatisme. Ensuite, ma mère, elle est partie quand j'avais 3 ans. Et, euh, et déjà, en fait, cette séparation initiale, elle a été extrêmement traumatisante. Et je l'ai découvert durant des sessions de ce moment de déchirement. Et, euh, et en fait, déjà, en plus, c'est ça la chose, c'est que même si après, en tant qu'adulte, on peut comprendre, c'est-à-dire que déjà, j'ai su que mon père ne savait même pas que j'existais, donc c'était pas sa faute. J'ai compris bien plus tard pourquoi ma mère est partie. Même si on a ces informations-là, leur passé, c'est notre vie. Et, euh, et ça n'empêche pas que l'enfant, il en a gardé des traumas. Et comme on voit en neurologie, les traumas de l'enfance sont interprétés uniquement par le cerveau émotionnel, puisque le cognitif n'est pas encore complètement évolué. Donc, ça fait partie intrinsèquement de notre interprétation émotionnelle de ce qui va nous arriver plus tard. Donc, ma mère est partie et s'ensuit des années où finalement j'étais sans père, sans mère. Elle m'a laissée avec sa famille
Et donc, voilà, j'étais un peu amenée d'un endroit à un autre, quoi en faire. Et en sachant que déjà, du coup, je portais deux grands traumas qui étaient de ne pas avoir connaître mon père, que ma mère m'a abandonnée. Et déjà, donc du coup, j'étais déjà un enfant qui était pas bien. Et donc, personne ne savait vraiment hein, comment faire, comment faire. Et du coup, je me suis retrouvée dans des maisons où j'ai été euh, maltraitée, euh, violentée psychologiquement et physiquement. J'ai été une autre fois, et donc là, c'était complètement passé sous silence. J'étais petite en plus, je ne parlais pas. J'essayais de, de me faire accepter dans l'endroit où j'étais parce que je n'avais pas de choix. Euh, donc, et puis après, j'ai été, donc pendant que j'étais dans cette maison-là, j'ai subi un viol par les trois garçons, enfin, les trois enfants qui habitaient en face. Et vous voyez, je me perds un peu dans la chronologie. Ou pas. En tout cas, donc j'ai été violée par ces trois garçons et non, c'est ça, je me perds dans la chronologie. Avant, avant que j'habite dans cette maison, j'habitais avec ma grand-mère et certains oncles et tantes et des cousins. Et j'ai été violée par l'un de mes cousins. J'étais donc enfant, hein, tout ça. Hein. Et je me souviens que je suis allée parler à l'un de mes oncles que j'appréciais énormément. Et je me suis dit, bah, lui, il va me protéger, lui, il va rétablir justice. Et donc, je suis allée lui dire, je lui ai dit dans l'oreille. Et, et là, comment on apprend à rentrer dans le silence, c'est quand j'ai pu déjà, et j'étais petite, et je m'en souviens encore, de son sourire complice qu'il a eu avec le garçon. Et je lui tenais la main comme ça, et j'ai vu son sourire complice. Et puis là, il a dit non, mais c'est pas bien, il faut pas faire ça. Et puis le garçon, il est parti, il a continué à jouer. Je lui ai lâché la main et j'ai su que je ne pouvais pas compter sur lui. Donc, et puis un sentiment, une blessure d'injustice énorme, euh, et que bah, parler, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis aussi que bah, ça devait être plus ou moins, entre guillemets, normal si c'était traité comme ça. Finalement, c'était plus ou moins moi qui étais en tort. Ou que j'avais vu quelque chose de grave là où il n'y en avait pas. Et donc, par la suite, quand j'ai été violée par ces trois garçons qui habitaient en face, euh, en sortant du lieu du crime, euh, là, je me suis dit, bah, je vais parler à leur mère. C'est une femme, elle va me comprendre. Et encore une fois, je lui tire les vêtements comme ça et je lui,
En fait, là, je pleure, mais c'est même pas forcément pour ma douleur en moi, mais c'est dans l'empathie d'imaginer un enfant dans cette situation-là. Et et pour encore une fois lui dire ça à l'oreille, euh, parce que normalement on devrait sortir en criant. Hey, mais vous êtes fous, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, encore une fois, on est là à, euh, à devoir dire tout bas quelque chose d'horrible. Et je lui dis à l'oreille, et, euh, et là, elle me rit au nez. Et c'est tout. Elle me rit simplement au nez. Donc, comment on peut, deuxième déduction, ok, donc personne est là pour me protéger, pour établir justice. Je parle, mais il ne se passe rien. Euh, et encore une fois, bah, je dois vivre avec, c'est comme ça. Et, euh, et en fait, peut-être que cette femme, il lui est arrivé la même chose. Et en fait, on répète. Euh, et du coup, on voit déjà comment la victime, elle, on lui apprend à, parce qu'on dit libération de la parole, mais en fait, souvent, les victimes parlent avant, parlent au moment, mais elles ne sont pas entendues. Donc, ce qui est très important, c'est l'écoute, hein, aussi. Donc, du coup, on voit déjà comment la victime, elle est réduite au silence. Comment cette vérité sociale, elle doit être portée que par la victime. Et donc, plus tard, j'essaie de me souvenir. Euh, donc, forcément, alors, je ne connais pas mon père, ma mère est partie, donc double abandon, euh, violence physique et psychologique, j'étais battue, j'étais maltraitée dans une autre maison, viol par les trois garçons, viol par mon cousin. Aussi, j'avais des attouchements par le gardien de l'immeuble. Là, j'ai été à le dire à une de mes cousines, non, une de mes tantes, mais en fait, on a une très, très petite séparation d'âge. Et, euh, et là, elle a été me défendre. Elle a été me défendre, elle a été parler avec le monsieur. Après, ensuite, elle en a parlé à ma grand-mère. Et peu de temps après, le gardien n'était plus là. Ah, quelque chose de fun. Donc, du coup, après, on, euh, on voit que forcément, un enfant qui a vécu tout ça, euh, à l'intérieur, ça ne va pas. Mais bon, on continue à vivre. Hein, et puis surtout, au départ, on ne pense pas que ces événements-là vont nous suivre et vont nous influencer et nous déstabiliser, nous condamner pendant tant d'années finalement. Et donc, ben, on vit. Et puis là, en fait, on commence petit à petit en fait, à manifester des appels au secours. Euh, quand j'ai reçu une lettre de ma mère qui normalement
elle m'avait dit qu'elle était en train de revenir. Et puis finalement, je reçois une lettre où elle dit que ça ne va pas être tout de suite finalement. J'ai tout de suite, enfin quelques temps après, commencé à faire pipi au lit. Alors, bon, bah, voilà, encore une fois, tout le monde vit avec ça, à aucun moment on parle, à aucun moment. Et donc, du coup, moi, je vis avec encore une condamnation, c'est-à-dire que j'ai subi des traumas. Là, il y en a encore un autre, parce que aussi en psychologie, on sait que déjà 3 grands traumas durant l'enfance sont, sont vraiment. Tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est avant l'âge de mes 6 ans et demi, 7 ans. Donc, on sait que déjà 3 grands traumas dans une enfance sont très difficiles, en fait, plus de 3 traumas importants sont très difficiles à traiter pour le corps, pour le cerveau. Donc déjà, je commence à avoir toute cette accumulation, mais à aucun moment, donc, on en parle. Et alors, donc, je suis condamnée à subir finalement les conséquences de ces causes. Et alors, en plus, après, je porte les conséquences des conséquences. Euh, Chaque conséquence devient une cause. Alors, voilà, je fais pipi au lit, bah, du coup, c'est la honte, c'est de ne pas pouvoir aller chez des gens, ou enfin, voilà, c'est très triste, quoi. Mais malgré tout, bah, on doit se ressaisir et se battre et continuer à vivre, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis aussi, hein, les victimes, on est très fortes. On est très fortes parce qu'on arrive à vivre avec des poids euh, très, très graves, quoi. Parce qu'en plus, euh, quand on a des traumas au niveau de l'enfance, alors sans parler en plus de tout le contexte dans lequel je suis née, c'est-à-dire que j'avais un grand-père qui était violent avec ma grand-mère, qui la battait, qui avait des problèmes d'alcoolisme, qui sortait des armes. Waouh! Donc, du coup, je me souviens, moi, de ma première sensation d'impuissance et de mort quand mon grand-père a commencé à sortir une arme et commencé à tirer et que toute la famille a commencé à sortir de la maison pour se cacher. Et moi, j'étais cachée derrière un petit, je ne m'en souviens même plus, derrière quelque chose. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, enfant, avec toute cette puissance, je me suis dit, non, mais je vais aller le voir, je vais lui dire qu'il faut qu'il arrête de faire ça. Et en fait, j'étais habitée par une force énorme. Et, et que je me voyais vraiment pouvoir aider et raisonner les personnes, quoi. Donc, je me suis dit, oui, bah, j'allais lui parler. Euh, et, euh, et en fait, tout d'un coup, j'ai eu euh, une, euh, une peur qui m'a envoyée énorme en me disant que bah, peut-être que non, je vais me lever et il va me tirer dessus et puis je vais mourir, quoi. Donc, ça aussi pour dire, quand je vous dis que j'avais une force énorme en moi et que je sentais que je pouvais aider les gens et que euh, c'est pour dire toujours aussi que on n'est pas 100% nos traumas. Nos traumas, c'est des choses de l'extérieur qui nous sont arrivées. Mais nous, on est là. On est à l'intérieur et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, plus le temps passe et si nos traumas ne sont pas traités, bah, plus ils prennent de place et consomment notre énergie et on n'arrive pas à nourrir ce qu'on est, quoi. Donc, c'est pour ça donc, que le temps n'arrange pas les choses. Dans le cas des traumas, voire les empires. Donc, et ça, en neurologie, on le voit très bien. Donc, du coup, et donc aussi, quand on a des traumas donc, qui se passent durant l'enfance, euh, comme on a le cerveau qui est en train de se former, on a des connexions neurologiques qui se font avec ces traumas.
Et la plupart de ces traumas vont être d'abord traités donc, émotionnellement, comme durant toute notre vie d'abord. Tout est d'abord traité émotionnellement par le corps et non pas par le cerveau d'abord. Hein. D'abord, ça rentre par le corps et puis après, par le cerveau. Mais donc, pendant l'enfance, on n'a pas le cerveau cognitif euh, qui est complètement évolué. Donc, du coup, on va traiter énormément avec notre cerveau émotionnel et reptilien. On va donc se constituer un manuel de vie, de survie, hein, et parfois même intrinsèquement dans nos connexions neuronales. Donc, c'est pour ça que pour accéder aux soins de ces traumas, à la guérison de ces traumas, parfois, il faut beaucoup de travail pour accéder et transformer ces connexions neuronales, les soigner, et, et aussi accéder au cerveau émotionnel. On le voit en neurosciences, que finalement, pour traiter énormément de traumas de l'enfance, il faut aller prendre soin du cerveau émotionnel. Le cognitif ne va pas forcément aider il va aider après hein, dans le processus de guérison, mais pour soigner la cause, il faut passer par le cerveau émotionnel. Et le cerveau émotionnel, le neurologue Servan Schreiber, que vous connaissez peut-être, qui a créé le magazine Psychologie, et je vous recommande ce livre, Guérir, il y en a un autre, je ne me souviens plus du nom. Et donc, il démontre bien par la neurologie, que pour accéder au cerveau émotionnel, il faut passer par le corps. Mais, alors encore plus, par exemple, dans le cas de mes traumas, ce n'est pas simplement des séances de yoga qui vont m'aider. Hein. C'est tout un ensemble. Euh, et, euh, et, et, donc, du coup, voilà. Et c'est pour ça que, entre autres, la méthode REDEM, elle se veut être un ensemble. Parce que, justement, je l'ai expérimenté par moi-même. Donc, du coup, on voit bien comment déjà, dès l'enfance, il y a plein de condamnations finalement de la victime. Une mise sous silence, on n'en parle pas, on subit les conséquences des causes et des conséquences qui deviennent des causes d'autres choses. Donc, c'est la chaîne. Et, et c'est pour ça aussi, hein, c'est-à-dire que quand on a un trauma qui se passe, un trauma ou un choc émotionnel, parce que c'est ça aussi, hein, pendant une enfance, même heureuse, avec des parents aimants, en fait, un enfant peut mal interpréter des choses. Euh, et donc, du coup, parce que vraiment, l'enfance, c'est un moment d'apprentissage. Et donc, il va se constituer des croyances, des, euh, des, euh, comment dire, des façons de réagir et d'agir comparées à comment telle personne, c'est par l'imitation. Donc, on va se constituer comme je dis souvent, sur notre ordinateur, on a sur notre bureau une tonne de dossiers déjà de comment. Et en fait, parfois, justement, une simple séparation de quelques jours pour un enfant peut être mal vécu, peut être traumatisant, mais c'est pour ça que la communication euh, est très importante, même s'il n'y a pas encore toute une évolution du cerveau cognitif, il faut quand même la communication et parler au niveau des émotions, parler avec les émotions. Je pars, mais je t'aime, c'est parce que je dois aller travailler. Donc, vraiment, et on voit que en neurologie, si un événement est vécu comme un choc émotionnel
un traumatisme, si après il y a communication, on parle et que le même événement se reproduit et on comprend que ce n'est pas la même chose qu'on l'a interprété avant, ça va passer. Ça ne va pas être, l'enfant ne va pas porter ce choc émotionnel. Alors que si c'est non traité sur le moment, bah, en fait, on va voir que l'une des réactions de protection va être l'évitement. Et, et l'évitement, en fait, ça se passe comment? C'est-à-dire que, par exemple, moi, à un moment, donc, donc, je vais passer quelques mois, par exemple, à un moment, donc, voilà, je vais d'abord revenir sur un peu la chronologie parce que tout est lié. Parce que justement, ces dossiers qu'on crée sur notre bureau, après, les événements qui vont nous arriver durant notre vie, ben, on va les classer, s'ils nous rappellent ces dossiers-là, on va les classer au même endroit et donc le dossier s'agrandit, pèse de plus en plus. Hein. Donc du coup, je retrouve finalement ma mère, mais je passe sous silence parce que voilà, de toute façon, on n'en parle pas. Les fois où j'en ai parlé, ça s'est mal passé. Et puis en plus, bah, j'attendais de voir comment ça allait se passer. Je retrouvais ma mère après 3 ans et demi, 4 ans. Je n'avais plus vraiment la notion de famille. Et, et je me retrouve, donc je retrouve ma mère. Donc déjà, j'aurais voulu retrouver juste ma mère, en fait. J'avais besoin de son écoute, de ses soins, de son attention. Et en fait, bah, je la retrouve avec un beau-père et la fille de ce beau-père. Et par contre, au départ, j'étais très contente d'avoir une sœur. Hein. Mais donc, en fait, je vais découvrir petit à petit qu'en fait, euh, encore une fois, mon mal-être va être mis sous silence. C'est-à-dire que j'ai plusieurs manifestations que je ne vais pas bien. Donc, je faisais toujours pipi au lit quand j'ai retrouvé ma mère et pendant longtemps. Et, mais encore une fois, on ne parlait pas du pourquoi, du comment en sortir, du qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, non, qu'est-ce qui s'est passé, rien. Donc, après, j'ai... donc, du coup, moi, je continue. Alors, en plus, le beau-père était quelqu'un de très narcissique. Donc, tout ce qui se passait autour, c'était pas important. Hein. À tel point que, donc, quand on part habiter quelques années, en fait, moi, toute mon enfance, je suis née au Brésil. Toute mon enfance était au Brésil. J'ai retrouvé ma mère avec ce beau-père et sa fille au Pérou. Euh, on est retourné au Brésil et, euh, et là, encore une fois, au Brésil, j'ai encore failli me faire violer. C'est quand même incroyable, quoi. J'avais 7 ans et demi et, et c'est fou dans quelle société, dans quel monde on vit, quoi. Donc, et du coup, voilà, il faut en parler parce que c'est le monde dans lequel on vit. Et en fait, comme on n'en parle pas, on ne pense pas que c'est ça. Et j'entends des gens dire non, mais c'est pas.
c'est pas si grave, non, ça se passe pas comme ça, ou bah, si, ou sinon, en fait, on a les, comment justement, même les victimes qui, parce qu'on les a persuadées que non, c'était pas grave, ou qu'il fallait qu'elles arrêtent de faire leur victime, parce que voilà une phrase que j'ai entendue énormément avec mon beau-père, c'était arrête de faire ta victime. À aucun moment, ça a été qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu ne sois plus victime de ce qui t'est arrivé. C'est parce que je ne faisais pas ma victime. J'ai été victime et je portais les conséquences de ce qui m'est arrivé. Donc, encore une fois, là, on condamne la victime. Donc, les phrases « arrête de faire ta victime »,« il faut sortir de la victimisation », non, 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 non. Ce n'est que, encore une fois, finalement, continuer à devoir prétendre pour la société mais au bout d'un moment, nous, les victimes, on n'arrive pas à se mentir à soi-même, on sait ce qu'on porte. Au bout d'un moment, soit on a réussi à passer nous-mêmes tout ça sous silence, ou soit non, on l'a porté pendant toute notre vie, soit quand on a réussi à le porter sous silence, ça nous revient en plein dans la gueule à un moment avec un événement ou quoi que ce soit. Donc, du coup, c'est toujours faire semblant pour les autres, hein, toujours dans les apparences, toujours pour la société. Et parce que moi, c'est ça, moi, je me souviens très bien que justement, parfois, parce que donc après, quand on a été en France, et, euh, et peu de temps après, on est parti vivre au Rwanda. Et, et déjà, là, j'avais des comportements qui étaient difficiles. Hein, et, et donc, du coup, je passais toujours pour l'enfant difficile, la compliquée, waouh. Donc, du coup, quand malheureusement, on a dû être rapatrié du Rwanda, ça a été un autre traumatisme. En tout cas, moi, je l'ai émotionnellement, empathiquement, très mal vécu. Et encore, nous, on a été privilégiés puisque on n'habitait pas dans la capitale, on habitait à Poutaré et qu'on n'a pas eu à voir ce que beaucoup ont eu à voir. On a été rapatriés, enfin, on a été rapatriés entre guillemets, puisque le rapatriement qu'on a fait n'a pas été du tout soutenu par l'État, par le Quai d'Orsay. Mais à un moment, euh, on s'est dit il fallait partir et donc on est parti au Burundi, qui était le pays à côté, puisqu'on ne pouvait plus sortir par le Rwanda. Et donc on a dû quitter un pays dans lequel j'avais vécu pendant 4 ans et demi et partir en courant, en déchant. J'ai mélangé portugais et français là. En laissant derrière nous toutes les personnes. C'est vraiment c'est normal de pleurer. On a véritablement des gens qui sont restés derrière nous et qui ont vécu l'horreur. Donc, quand, euh, quand on a déjà été victime de trauma et quand on vit d'autres traumas, tout, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre, c'est énormément de tout le mal-être, les dossiers s'ouvrent. Et donc, j'ai commencé à faire une dépression, mais encore une fois, on n'en parlait pas. Euh, j'ai par la suite commencé à être anorexique boulimique. Non, mais c'est normal.
ça va passer, c'est l'adolescence. Euh, et je m'en souviens, moi-même, je devais demander à ma mère de m'aider. Je disais à ma mère, mais aide, mets des cadenas sur les placards ou arrête d'acheter autant de bouffe, mais aide-moi, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement qui à aucun moment euh, écoutait mon désarroi, mes appels à l'aide, mon mal-être. Euh, c'est incroyable, moi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que euh, ce que j'ai vécu là, depuis des décennies, on le fait vivre à plein de victimes. Et, euh, et en fait, tous ces mal-être continuent à faire des cycles, continuent à faire des cycles euh, où en fait on répète parce que nous on n'a pas été entendu, donc on va pas entendre, ou aussi également comme on a subi des traumas et puis après on le passe à nos enfants de manière génétique parce que l'ADN il a une mémoire, donc l'ADN, c'est des codifications d'informations. Donc, comme l'ADN, il nous transmet aussi des éléments de vie qui ont été appris de génération en génération, de comment vivre et comment survivre dans cet environnement, dans cette planète, sur cette planète. Donc, c'est tout un apprentissage. Donc, il y a aussi énormément de choses positives, mais il y a aussi des choses négatives qui peuvent être transmises. Plein de traumas non traités qui se passent de génération en génération. Tous ces hommes qui ont vécu des guerres où ils ont vu des choses mais atroces, atroces, horribles, on n'en parlait pas, on n'en parlait pas. Ils ont appris le silence et à vivre avec et à porter ça et à soit en faire victime directement, leur famille, hein, puisqu'ils ont forcément développé des symptômes, hein, aussi donc, du coup, des appels au secours en disant que ça ne va pas, hein, que ce soit de l'alcoolisme, la violence, d'autres comportements déviants. Donc, soit indirectement, en restant tétanisé dans le silence et dans, du coup, dans l'éloignement, l'isolement, et en passant ça de génération en génération. Euh, donc, donc là, encore une fois là, je vous dis, hein, quelle puissance j'ai été victime, mais quelle puissance on a, quelle puissance on a. Et ça, c'est l'autre phase dans laquelle on est condamné aussi parfois. C'est que on arrive à survivre avec tout ça. On a une force énorme pour s'en sortir, se maintenir malgré ces eaux, ces sables mouvants que l'on a en nous. Et là, du coup, mais si elle sourit, si elle fait la fête, si elle est forte, en fait, tout va bien, quoi. Tout va bien, on n'a pas besoin de l'aider, voire même, on ne la croit pas. On ne la croit pas. Moi, je m'en souviens qu'à un moment, après bien un certain temps, j'avais dit à mon petit ami de l'époque que j'étais anorexique boulimique avec beaucoup de difficultés parce que du coup, en fait, euh, on voit ça aussi comme un signe de faiblesse, en fait, au départ. Euh, donc c'est une faiblesse psychologique, mentale, je suis anorexique boulimique, du coup on va pas me respecter, on va voir ma faiblesse et
Mais alors qu'en fait, on est en train d'essayer d'établir finalement un équilibre d'une certaine façon, de sortir des choses, des appels au secours. C'est une manifestation de notre mal-être interne, de choses dont on n'est pas, dont on n'est pas responsable. Donc, du coup, quand je lui ai dit que j'étais anorexique boulimique, il n'a pas voulu me croire. Comment, toi, si forte, si sûre de toi, non. Ça, c'est l'autre condamnation des victimes aussi. C'est elle invente des histoires pour attirer l'attention. Non, mais au secours. Donc, oui, voilà, on n'est pas. Donc, et du coup, alors après, on est parti du coup, on a été rapatriés, donc on était en Bretagne pendant ce temps-là. Et après, on est parti en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Et, et là, je m'en suis sortie toute seule de l'anorexie boulimie. Je veux dire, quand même, quoi. L'anorexie boulimie, c'est un symptôme très grave qui peut amener au suicide. Et, et j'étais véritablement rachitique. Hein. C'est donc à un moment, et donc je m'en sors de cette anorexie boulimie et j'avais une puissance, une force. C'est aussi l'adolescence. Hein. On a vers 17 ans énormément de puissance, d'énergie. Et j'ai vécu ma vie, mais toujours, bien sûr, si on est attentif, si on est observateur, si on est sensible, euh, on pouvait voir dans de nombreux comportements ou des symptômes que je portais énormément de choses. Mais bon. Et donc, je vis ma vie très, très bien. Enfin, très, très bien, entre guillemets. Entre guillemets, parce que non seulement donc déjà j'avais eu cette enfance difficile, est venu s'ajouter un beau-père narcissique, mais qui m'a ajouté des multitudes d'angoisses, de paranoïa, de, de, de rapport à l'argent, de croyances, waouh. Et, et donc, du coup, j'étais énormément en conflit avec lui, car je n'aimais pas la façon dont il traitait ma mère. Beaucoup de mes conflits avec lui, en fait, étaient des protections de ma mère. Quoi. Et, et donc, du coup, mais j'avais cette partie-là, hein, mais parce que je dis souvent, on n'est pas, comme je l'ai dit, on n'est pas 100% nos traumas et nos problèmes. On est là, nous, la vie est là, et on a des espoirs, et on a, et donc, notre aîné, il est là. On voit tout ça, c'est des acquis, hein, mais notre inné, notre puissance, notre caractère, tout ça est là. Mais petit à petit, comme je dis, bah, c'est de plus en plus étouffé si c'est pas traité, quoi. Et donc, du coup, après, pour continuer mes études, je pars à Paris